Bonjour, bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes et c'est la troisième édition de la semaine. La nouvelle expression de ce matin parle de l'affaire Ayouk Tabé, avec notamment des révélations de l'un de ses avocats. C'est à découvrir en page 3 du journal. Le même journal parle de la crise anglophone. Comment réconcilier l'armée et les populations? C'est une question avec la réponse à lire en page 10. Le journal parle également du port de Crébiche, manœuvre autour du terminal en page 10 également. Donc des informations à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques que ce matin. Info Matin parle donc de la présidentielle vers l'exclusion de Joshua aussi du Social Democratic Front approché. Ni John Frondi dit réitérer donc sa détermination à exclure tout membre du parti autre que lui et qui fera acte de candidature à la magistrature suprême. C'est à lire en page 3 du journal et bien d'autres sujets aussi à lire dans le journal ce matin. Et puis l'Indépendance parle de panique dans le sérail avec les premières révélations d'Ayouk Tabé. Donc les noms de certains membres du gouvernement sont cités par ces derniers, à découvrir également dans le dossier de la page 6 à la page 7 de l'Indépendant ce matin. Le quotidien de l'économie parle d'autre chose, alerte sa fraude dans les chaumières, dans les chantiers miniers. Donc dans le dossier proposé ce matin, on parle bien sûr de la corruption et bien sûr de la fraude qui font perdre beaucoup d'argent au Cameroun et dans le secteur minier au Cameroun. Et puis avec d'autres révélations également concernant les réserves du Fonds monétaire international sur les emprunts du Cameroun, à lire dans le même dossier est disponible aussi ce matin dans le quotidien de l'économie. Et puis Repère parle donc des grands chantiers agricoles du Minepat dans le Mungo, un vivier si important sollicité par le ministre pour implémenter l'agriculture au Cameroun et dans le secteur notamment, surtout la localité, le département du Mungo. À lire dans le journal Repère de ce matin qui s'intéresse aussi à autre chose, parlant notamment de la population et habitat. Pourquoi le recensement général de la population coince? C'est une question, la réponse est à lire dans le même journal ce matin. Et puis l'anecdote s'intéresse à la crise anglophone. Ayouk et compagnie bientôt à la barre, c'est ce que dit le journal. Le journal parle également de l'épidémie avec une menace de fièvre hémorragique Ebola au Cameroun. C'est dans le journal, disponible aussi dans les kiosques avec dans la localité de Garoua. On parle du RDPC dans le pion à l'UNDP, donc qui donne le pion à l'UNDP, c'est ce que dit le journal également. Ce matin, c'est l'anecdote. Puis Cameroun Tribune s'intéresse aux violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les instigateurs face à la loi, c'est ce que le journal propose, parlant notamment de l'extradition de Ayouk et compagnie. C'est à lire dans le dossier de Cameroun Tribune de la page 2 à la page 3 de ce matin. Mutation s'intéresse aux hôpitaux publics, le business de la césarienne, c'est le dossier que propose le journal en page 11. On peut parler de l'enquête, en tout cas, les révélations de l'enquête menée par le journal Mutation sur le cas de la césarienne dans la plupart des hôpitaux publics. C'est dans le numéro de ce matin et bien sûr d'autres informations à lire dans le journal disponible aussi. Le soir hebdomadaire parle du JICAM. Voilà donc les 43 entreprises radiées à lire dans le dossier proposé par le journal Le Soir hebdomadaire. Le journal parle également du ministère de l'eau et de l'énergie, les grands chantiers donc d'Atanganakuna au scanner à découvrir dans le même dossier disponible ce matin. L'éco matin qui parle aussi d'autre chose, parlant de la couverture maladie universelle, pas si sûr de toucher donc tout le monde. C'est à lire dans le dossier proposé ce matin par Éco Matin. Et puis avec d'autres révélations aussi sur des sujets aussi importants que je vous invite à découvrir. Le Popoli qui est dans les kiosques s'intéresse notamment à l'extradition d'Ayouk Tabé et compagnie. Et maintenant, le dialogue, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire? C'est à découvrir dans le journal satirique de ce matin. Et le Messager qui est aussi dans les kiosques s'intéresse à l'affaire. Une autre affaire, l'affaire Nganan, donc la suite au Congrès américain. C'est dans le journal disponible dans les kiosques. Le quotidien Le Messager qui parle aussi de la fièvre hémorragique avec les mises en garde du ministre de la Santé à découvrir en page 5 du journal. Et d'autres informations aussi à lire dans les kiosques ce matin. Il y a l'œil du ciel qui est dans les kiosques aussi. Le journal parle donc d'alerte. Un antipaludéen contrefait donc vendu en pharmacie. C'est ce que dit le journal. D'autres sujets sont également à découvrir. Parlant bien sûr de l'ancien maire Robert Iya enlevé de ses fonctions. C'est dans le Mbé. En tout cas, dans cette localité aussi. À lire dans le journal l'œil du ciel. D'autres informations sont à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Et tous bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs. Je saluerai particulièrement les habitants de Déa ce matin et en pensant, Flavien, à l'ancien péage. Vous vous souvenez qu'à Déa, on a déplacé le péage et on a l'ancien péage avec la route dégradée a été abandonné jusqu'à ce jour. C'est un calvaire lorsque vous entrez dans la ville de Déa où ce péage non seulement a
s'est déplacé, mais on a abandonné l'ancien, même pas arrangé la chaussée. Et ça fait plus d'1 an que ça dure et ça semble n'émouvoir personne. Et voilà. Merci d'être là également ce mercredi. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à nos téléspectateurs. Vous avez également vécu? Je suis bien content d'être là aujourd'hui parce que la fois dernière, je suis resté 5 heures dans un embouteillage à Ndokoti. Je ne pouvais ni arriver ici, ni rentrer chez moi. Alors, ça arrive. En tout cas, Douala ne surprend plus personne. C'est ça, exactement. Comme dit Idriss, nous sommes gouvernés par nous avons une gouvernance par négligence. Alors, la nouvelle expression de ce matin parle par exemple de la crise anglophone. Comment réconcilier l'armée et les populations? C'est un peu un article à lire en page 10. Oui, ça c'est une très grande question. Une très bonne et très grande question parce que c'est véritablement là le problème qui ne se pose pas aujourd'hui, mais qui se pose actuellement avec plus d'acuité, notamment dans le sud-ouest et le nord-ouest, où on distingue, où on bombarde, où on incendie, où on brûle indistinctement les villages pour envoyer les gens en brousse, alors que ces gens-là, ils sont justement victimes de ce qui se passe entre les forces armées et les sécessionnistes. L'armée fait comme si la population était devenue, toute la population anglophone était devenue sécessionniste. Mais on ne peut pas sécuriser les populations comme ça, en les considérant comme leurs adversaires. Non, il faut donc trouver un moyen. Et peut-être que... Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas facile pour ces forces de défense d'identifier facilement ceux qui commettent des actes? Mais ils ne sont pas obligés de réagir comme ils le font épidermiquement. Quand un soldat entend un coup de feu, lui, il se met à tirer sur tout le monde. C'est pas comme ça que le soldat fait en terrain, si on peut dire, de guerre civile. Parce que si les soldats réagissaient comme ça, on tuerait toutes les populations et on ne ferait rien aux terroristes dans aucun pays. Très bien. Alors, Idriss, quand on parcourt l'article de la nouvelle expression, on comprend qu'il y a les gouverneurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui invitent la population à utiliser ou à cultiver la formule armée et nation, c'est-à-dire que faire confiance davantage à l'armée camerounaise et ne pas avoir peur plutôt, parce que l'armée est là pour les protéger et protéger leurs biens. Mais Flavien, comment on va appeler les populations à faire confiance à l'armée nation lorsque ces populations ne se reconnaissent plus dans cette nation, lorsque ces populations ont crié, ont pleuré, ont sollicité des routes, ont sollicité qu'on aménage même les routes en terre, ça n'a pas été fait. Lorsque les populations qui font du cacao et qui ne peuvent pas ressortir le fruit de leur cacao pour le vendre, même du côté du Cameroun, peut-être doivent traverser les forêts pour aller le vendre au Nigeria, pour penser que ces populations-là ont quel esprit d'appartenance dans cette nation. Quand maintenant, lorsqu'il y a une crise, vous venez vers ces populations, leur demander d'être au service. Regardez tout simplement le tableau. À l'extrême nord, on a vu cette guerre asymétrique avec comment les populations se sont mises en branle. Elles n'ont même pas attendu que l'État dise qu'il faille créer les autodéfenses. Elles ont même pour leur vie, elles-mêmes, elles se sont organisées et mis des mécanismes. Et l'État aujourd'hui n'apporte l'appui et ne soutient que ces populations. Mais ici, c'est le contraire parce qu'il y a une sorte de désintérêt et d'abandon qui fait que les populations ne se reconnaissent plus. Ça fait que lorsqu'on ne se reconnaît plus aux dirigeants, même si ces dirigeants chantent, crient, font tout, ça veut dire qu'on sait qu'ils viennent là pour flatter parce qu'on est déjà dans une situation de crise. Pendant que les populations étaient là et demandaient le minimum et sollicitaient véritablement qu'on ait une pensée vers eux ou bien qu'on pose des actes pour eux, on n'a rien vu. Donc vous voyez, et maintenant ceux-là qui sont de l'autre côté, qui utilisent cela, parce que c'est ça la surenchère politique, ont transformé ces populations en leurs adjuvants. Parce que, ayant exploité les éléments, le fait que les gens sont mécontents, ayant exploité le fait qu'ils ont dit, regardez depuis plusieurs années, qu'est-ce que votre vie a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré dans votre environnement? Nous pensons que le moment est venu pour dire que tout cela s'arrête. Et c'est pour cela qu'ils font adhérer certaines de ces populations. Et ces jeunes qui se retrouvent dans les villages, en RFR, Flavien, regardez seulement ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on ne devrait pas quand même, on devrait... Non, je vais arriver par là pour dire l'armée reste le seul socle. Je vais arriver par là pour dire que l'armée aujourd'hui, Flavien, ça fait très mal que des jeunes Camerounais, gendarmes, vont
pour pouvoir protéger l'intégrité du pays et qui meurent sur le front. Vous pouvez imaginer ce que ça fait face à leurs collègues. C'est-à-dire que leurs collègues d'armes ne peuvent accepter. Ça crée une sorte de ça rage. Crée une sorte de rage. Voilà, c'est ça que parce que ce sont les hommes. D'un. Mais de deux, qu'est-ce qui nous a poussé à arriver là? Aujourd'hui, c'est les conséquences de quelque chose qui devait être prévenu. Mais qu'est-ce qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour qu'on n'arrive pas là et qu'aujourd'hui, on commence à utiliser cette surenchère? On cherche la solution. En réalité, les gouverneurs et préfets qui exhortent les populations à travers avec l'armée devraient commencer par exhorter l'armée à discerner entre la population et les supposés, les présumés sécessionnistes. Et ça peut se faire très facilement. Lorsque il y a un coup dans un quartier, on suspecte les sécessionnistes d'avoir incendié une école ou d'avoir tiré sur un soldat. Quand les soldats arrivent, ils doivent d'abord commencer à demander aux populations s'ils n'ont vu personne, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de ce qui s'est passé. Il faut mettre la population de son côté. Mais quand vous débarquez dans une rageuse vengeance, vous commencez simplement à tirer sur tout le monde et à brûler. Vous transformez ces populations en vos adversaires. Dès que vous terrorisez quelqu'un, c'est tout à fait normal qu'il vous considère comme son ennemi. Je ne pense pas que l'armée puisse prendre également sur elle et tirer n'importe comment. Certainement qu'il y a des adversaires en face et c'est la raison pour laquelle... Enfin, oui, moi j'aimerais bien croire comme toi, mais j'aimerais aussi qu'on m'explique pourquoi il y a tant de personnes réfugiés dans les églises, pourquoi il y a tant de personnes réfugiées dans les forêts. Les sécessionnistes n'ont quand même pas trouvé une armée, je ne sais pas où, pour pouvoir chasser toutes les populations en brousse. Bon, en tout cas, je vous convie à lire l'article de la nouvelle session ce matin qui parle donc de la réconciliation. Comment faire pour réconcilier l'armée et les populations? Flavien, juste pour finir en disant que c'est bien beau, nous sommes tous tristes que les hommes en tenue meurent, mais on devrait être aussi 1000 fois triste que les civils meurent. Et c'est ça le problème, parce qu'on ne peut pas avoir une tristesse d'un côté et de l'autre. Et les civils sont les plus nombreux à mourir. À mourir en plus d'un. Et de deux, ceci ne pose que la problématique du dialogue. Mais tout le monde le dit, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, on est toujours au point de départ. Très bien. Donc, en page 10 du journal La Nouvelle Expression, vous pouvez lire l'article et parler et lire aussi l'affaire Ayoub Tabé, les révélations de l'un de ses avocats à découvrir dans le journal. Et l'Indépendance, sur cette question, parle de panique dans le sérail en ce moment, avec notamment au lendemain de l'extradition de Ayoub et compagnie. Le journal fait savoir qu'il y a des premières révélations d'Ayoub qui indexent bien sûr certains membres du gouvernement. Enfin, moi, je ne suis pas surpris. Si c'est vrai, moi, ça ne me surprendrait pas. Parce que de toute façon, ce monsieur-là a vécu au Cameroun. Il était cadre à la Sonnelle, à l'AS Sonnelle. Il connaît les ministres, il connaît les membres du gouvernement qui sont là. Il sait ce que eux tous là pensent de notre pays. Il sait ce qu'ils ont fait pour la gouvernance. Et vous noterez que les sécessionnistes, comme je le dis souvent, sont là depuis 1961. Mais c'est en 2017 qu'on en a le plus parlé, et c'est en 2017 qu'ils ont commencé à agir. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un prétexte, une opportunité. Cette opportunité leur a été offerte par des membres du gouvernement qui sont allés là-bas se mettre à mépriser les gens et qui ont poussé les populations dans leurs bras. C'est ça exactement. Alors, que les pointus du régime, en tout cas, sont concernés, sont pointés du doigt par ces derniers. Est-ce que ce n'est pas également un jeu qu'il est en train de faire? Non, ou alors une sorte de dénonciation pour distraire aussi? Ouais, Flavien, toi, tu parles de jeu. Peut-être que ce n'est pas un jeu direct qu'ils ont dû recruter Ayoub pour lui demander de faire. Mais Ayoub, c'est un monsieur intelligent. Alors, il n'a qu'à lire la situation. Voilà comment le doyen le disait. Voilà des gens qui étaient marginaux, qui tous les 1er octobre se retrouvaient à une dizaine de personnes, le faisaient. Souvent, on les arrêtait le matin et on les libérait le soir. C'est ça. C'était marginal. Et les autres populations même les regardaient comme si c'était des gens... Comme des phénomènes. Un épiphénomène. Mais regardez comment on a construit un environnement pour que ces gens marginaux deviennent aujourd'hui les premières personnes en avant. Et qui a construit cela? C'est justement ces dirigeants, à travers leur gouvernance, à travers leur arrogance, qui ont poussé un épiphénomène à devenir
une catastrophe nationale. C'est de ça qu'il est question. Et quand Ayou le dit, il dit que dans ce gouvernement, il y a les dirigeants qui sont tous les chefs d'État, qui aident les sécessionnistes sans le moyen indirect. C'est de ça qu'il est question. C'est ce qu'il veut. Il faut comprendre, Flavien. Voilà. Donc, c'est l'Indépendant qui parle de panique au sein dans le Séré en ce moment avec les premières révélations d'Ayoub Tabé. Donc, c'est à lire en page 6 et 7 du journal, disponible dans les kiosques ce matin. Le journal Info Matin parle donc parle de riz, sucre et poisson, sur abondance dans les marchés. Il n'y aura pas de pénurie entre-temps, selon bien sûr le ministre du Commerce, que tout est disponible. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour l'économie du Cameroun? Ça résout temporairement un problème de pauvreté, de pauvreté financière. Mais ça ne résout pas le problème économique du Cameroun à moyen et long terme. Est-ce que ça veut dire que les Camerounais ont commencé à produire plus? Voilà la question. Parce que si ça veut dire que les importations sont en croissance, ça signifie aussi que l'évasion de nos ressources financières est en croissance. Ça veut dire aussi que nous allons continuer à emprunter de l'argent de l'extérieur pour importer à manger de l'extérieur. Donc, on privilégie la facilité de vie par une abondance factuelle temporaire, plutôt que d'encourager le développement de l'agriculture et la construction de la sécurité alimentaire. Alors, donc, on a vu quand même qu'il y a quelques semaines, le quotidien de l'économie faisait savoir que le poisson était devenu cher parce qu'il y avait, bref, une sorte de pénurie qui était en vue. Est-ce que ça a eu lieu? Pas vraiment, mais de toute façon, ce matin, on apprend quand même qu'il y a du poisson, il y a du riz et qu'il y a du sucre également. Il y a abondance sur le marché, finalement. Flavien, le doyen l'a si bien dit, c'est une affaire ponctuelle. Et nous, on serait ravis et heureux de l'annoncer que si on nous disait que, en dehors de riz de Ndop ou de Yagua, à la Semri, qu'il y a d'autres nouvelles productions de riz qui font qu'au Cameroun, on ne va plus dépenser 200 milliards pour commander du riz en Asie et tout. C'est ça qui est la question. C'est toujours le fait que les importateurs ont passé des commandes et pour le moment, il y a du riz. Et vous vous souvenez bien, parce que nous sommes dans une période de janvier qui n'est pas trop un mois de consommation. Il faut aussi comprendre que c'est de ça qui est la question. Les gens ont beaucoup consommé en décembre et les gens en janvier sont un peu, les poches sont un peu vides et tout ça, ce qui fait qu'il y a du stock. Mais lorsqu'on arrivera au mois de mars, vous verrez que le même cycle va reprendre. C'est de ça qu'il est question, Flavien. Donc, je pense que depuis 2008, on a eu les émeutes de la faim. Si ce gouvernement avait été un gouvernement... Alors, c'est une abondance de courte durée, selon vous? C'est de courte durée. Mais on veut justement que la pénurie parte du fait que nous avons repris la grande production du riz et que c'est nous maintenant qui en consommons ici et qui en vendions hors du Cameroun. C'est de ça qu'il est question, parce que nous avons été un pays producteur de riz et en consommons ici, quand nous étions encore tout jeunes. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On devient un pays qui va commander du riz et qui va acheter du riz en Asie, dans des pays qui étaient satellites. Il y a de cela 40 ans. Mais c'est triste, Flavien. Le paradoxe parfois, c'est que ce poisson qui devient abondant a été pêché dans nos eaux par des étrangers qui ont eu les concessions pour le faire, qui ont été agréés pour le faire, et revendus chez nous après avoir été facturés chez eux. Oui. Voilà, donc je voudrais vous inviter à lire également l'article parlant du riz, du sucre et bien sûr du poisson disponible en abondance, selon bien sûr le journal, dans différents marchés. C'est en page 2 de Info Matin. Repère nous apprend quand même que les grands chantiers agricoles du MINPAD ont pour cible, en tout cas, la localité du Mungo. Le ministre de l'économie a séjourné là-bas. Il estime que le cacao, le café et autres cultures peuvent également permettre aujourd'hui au Cameroun de sortir de... Oui, il a fallu que nous soyons en difficulté financière et que le FMI vienne nous rappeler que nous devons diversifier notre économie pour qu'on pense à revenir réactiver le Mungo qui était autrefois le grenier du Cameroun. Et je vous le rappelle, l'un des tout premiers comices agricoles organisés au Cameroun jadis fut organisé dans le Mungo, et c'était un comice agricole, parce qu'on considérait le Mungo
comme le grenier du Cameroun. Aujourd'hui, on a abandonné le Mungo, on a abandonné la ville d'un Konsamba, et subitement, on entend le ministre qui se balade, qui fait dire que bon, on va relancer. Je vous rappelle que nous sommes un pays où on ne donne jamais les statistiques agricoles. Vous voyez, on nous parle de l'abondance de vivres, mais on ne nous dit pas que le Cameroun, en 2017 ou 2016, a produit tant de tonnes de riz. Vous voyez, et le cacao, nous sommes, on caracole à peu près 200 000 tonnes de cacao depuis Mathusalem, quand dans les années 70 ou 75, l'opération 100 000 tonnes de cacao nous avait amené à 120 ou 125 000 tonnes. Donc on en est toujours là. Depuis autant d'années, nous n'avons pas pu produire au-delà de 200 000 tonnes de cacao. La Côte d'Ivoire, en 1960, quand nous sommes devenus, était derrière nous en production de cacao. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le premier producteur mondial de cacao. Et nous avons eu le même nombre d'années de vie, hein, d'indépendance, si je puis ainsi m'exprimer. Comment ça se fait que nous ne sommes même pas encore à 500 000 tonnes de cacao depuis le pays qui était derrière nous? En tout cas, le ministre de l'économie était sur le terrain pour dire qu'on peut relancer. Il y a quand même une possibilité, même si on a été à la traîne un moment. Mais pourquoi on attend une année comme celle-ci, année de pénurie financière pour le pays, pour lancer? Vous voulez dire que ça a un rapport avec la campagne électorale? Mais bien sûr que ça a un rapport avec la campagne électorale. Oui, Flavien, moi je vais tout simplement, ce qui m'amuse, c'est que nous sommes un formidable pays d'annonces. Je vous assure que si vous prenez n'importe quel département ministériel, vous verrez, chaque ministre prend la parole, vous dit nous sommes dans le programme X, voilà comment ça s'est déroulé, c'est très bien écrit, c'est très beau. Il va descendre, comme ils sont descendus dans le Mongo, vous racontez ce qui s'est fait. Il y a toujours un hiatus, toujours un gap entre les beaux discours et les grosses fêtes qu'on fait quand le ministre descend, profitant du fait que tout le monde est au courant que le Mongo, c'est le grenier du Cameroun, c'est un bassin agricole. Ok, mais qu'est-ce qui est fait de ces bassins agricoles pendant même 36 ans? Si vous allez dans le Mungo, vous constatez qu'on a plutôt régressé. Il y a combien de routes vont aménager dans le Mungo? À l'époque, quand le Mungo était le grenier, il y avait même les routes agricoles qu'on faisait en terre et qui étaient contrôlées, qui étaient faites. Qu'est-ce qui a été fait pour cela? Mais vraiment, moi je suis toujours amusé. Vous allez voir les gros termes, les agropoles, les CC, c'est la même. En ce temps, vous voyez seulement que c'est les fonctionnaires qui s'enrichissent. Agriculture de troisième ou quatrième génération. Et les populations qui sont là, qui sont les agriculteurs, qui devraient travailler. Mais il y a quelqu'un dans ce pays qui parle avec les faits et qui parle avec qui est M. Djonga. Même l'écouter, ça veut dire que c'est vrai qu'on pense qu'on a un pays de véritables sorciers. Ça veut dire que même écouter quelqu'un qui gratuitement donne de l'expertise dans les médias, ça veut dire gratuit et à ciel ouvert. Personne, on ne peut même pas suivre ses conseils, même les pistes qu'il donne. Donc vous voulez que dans ces pays-là, quand quelqu'un vient faire le show en Konsamba, dans le Mungo, faire le truc, et on va dire que est-ce que c'est ça qui va apporter, qui va changer la vie de l'agriculteur? Je doute fort. Ce sont des annonces et de la fête pour justifier et pour pouvoir, une fois de plus endormi, ceux-là qui doivent vivre de ce qu'ils... De toute façon, quand il produit, ça pourrit en brousse parce qu'il ne peut pas être transporté pour aller vendre. Voilà. Alors, c'est en page 7 et 10, en tout cas, tout un dossier pour comprendre un peu ce que le ministre de l'économie allait faire dans le Mungo, parlant notamment des grands chantiers agricoles. Donc, c'est un sujet que je vous invite à découvrir. On va dire un mot pour sortir, en tout cas, sur ce que nous propose le journal Le Popoli. Qu'est-ce qui va être fait? C'est une question que se pose le Popoli ce matin, parlant de l'extradition d'Ayouk. Qu'est-ce qui sera fait? Est-ce qu'on va maintenir le dialogue et qui est prévu pour le dialogue? Bon, ça, c'est comme si on interrogeait le sexe des anges. Parce que, premièrement, hein, personnellement, je ne suis pas encore convaincu que M. Ayouk ait été extradé. Parce qu'en politique, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Deuxièmement, à supposer que ce soit vrai, il est là, à proximité de M. Biya. M. Biya peut négocier avec lui ou l'envoyer en prison. Un journal citait hier qu'il souhaite rencontrer le chef de l'État. Oui, mais ça, si c'est vrai,
moi je mets toujours les réserves. Si c'est vrai, c'est son souhait à lui. Mais est-ce que le chef de l'État souhaite le rencontrer ou souhaite le mettre en prison? Non, la question. Bon, Flavien, vous savez, moi je ne vois aucun signe. Je ne vois aucun signal. C'est vrai. Malgré l'annonce du ministre de la Communication. L'annonce, on a vu le ministre de la Communication faire des annonces et des contre-annonces. On a vu le ministre de la Communication prendre la parole sur les faits, après revenir, bon, c'est de dire lui-même. Donc vraiment, moi c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que ce mot de dialogue a été longuement utilisé depuis que les revendications corporatistes ont commencé. On a vu les bribes de ce dialogue-là, on a renvoyé les gens, on a fait ce que fait le professeur Lep parlait du village électoral. On pense que parce que les gens dans le sud-ouest, les avocats on met leur marche pour revendiquer, il faut qu'on envoie les originaires, l'élite, entre guillemets, du sud-ouest, qui est comme toutes les autres élites de toutes les régions, méconnus par les populations, parce que pour les populations, ils n'ont jamais choisi ces gens, et ces gens-là ne leur ont jamais même démontré qu'ils sont des vraies élites. Donc, on a envoyé ces gens dans leur village, on a vu ce que ça a donné. Est-ce que ce même type de dialogue qui va se faire? Moi, je dis qu'il faut, parce qu'on ne voit pas de signes, puisque le gouvernement a arrêté le dialogue. Si c'est avec les mêmes personnes qui sont toujours arrogantes, qui ne donnent pas, c'est-à-dire qui sont les va-t-en-guerre, qui disent qu'il faut raser les villages et raser ceci et cela, je doute fort que ce dialogue tant souhaité soit véritablement à l'ordre du jour. Alors, ce sont des informations à lire dans la presse également ce matin. Donc, je vous invite à faire un tour. Il y a des sujets aussi à découvrir dans la plupart des journaux disponibles dans les kiosques ce matin. Donc, on va dire un mot, peut-être pour sortir, Jean-Baptiste Sipa sur la présidentielle. Info Matin parle vers l'exclusion de Joshua aussi, du Social Democratic Front, après son annonce. Oui, bon, si M. Froundi estime qu'il va appliquer le 8-2 à Joshua parce qu'il a annoncé sa candidature, c'est tout simplement un indicateur supplémentaire que Froundi n'est pas un démocrate. Je dis bien si, parce que ça c'est le journal qui le dit ici. C'est pas vrai. Et il n'est pas certain que ce journal soit vraiment, qu'on puisse suspecter ce journal de sympathie pour le SDF. Donc, je ne crois pas à ça, et je ne pense pas qu'après tant d'années, Froundi ait encore l'idiotie de prétendre expulser un militant de son parti parce qu'il a exprimé sa volonté d'être candidat à l'investiture. Mais doyen, Froundi n'a même jamais fait expulser un militant qui a été candidat. Froundi a toujours eu des adversaires, il a toujours battu au Congrès. Donc vraiment, moi je dis ce genre de tir, voilà. C'est pour créer d'autres situations. Honnêtement ou malhonnêtement, il a toujours battu ses adversaires. Voilà, donc, alors, merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons là. Ce sera la 4e édition de la semaine de la revue des Grandes Unes, juste après le journal de 9h. Bonne journée à tous.